BFM Business, le focus de Tech & Co. Et si le véhicule autonome arrivait plus tôt, plus vite que prévu? On en parle pendant une demi-heure avec nos invités ce soir. Trois experts, trois acteurs aussi dans l'automobile. Jean-Edmond Coutris, vous êtes expert auto, donc directeur chez Emerton, le cabinet Emerton. Jean-Edmond, merci d'être là. Bonsoir. Bonsoir. Bienvenue aussi à Gérard Yawaoui, que vous êtes Gérard, donc PDG de Nexiad du logiciel, avec une exclusivité au monde. Vous nous expliquerez dans un instant exactement ce que vous faites. Vous avez deux casquettes en charge du développement des startups au sein du pôle de compétitivité Moveo. Bonsoir Gérard, merci d'être là. Et Nicolas Dulac, CEO de la startup Intempora. Là encore, on est dans le software. Vous travaillez, vous, sur les applications multicapteurs embarqués et aussi évidemment en temps réel, quand on parle mobilité. Messieurs, première question, est-ce que vous êtes d'accord avec cette interrogation qu'on pose ce soir, là, pendant une demi-heure? Vous pouvez aussi réagir sur le hashtag TechCo, TECHCO sur Twitter. Est-ce que, Jean-Edmond, peut-être pour vous, chez Emerton, est-ce que le véhicule autonome va peut-être arriver, plus vite qu'on disait? On disait 2025, 2022. Exactement. En fait, il y a en effet quelques mois, de 2025 faisait consensus, et puis on se dirige vers plutôt 2021. Il y a des acteurs qui ont une très bonne vision panoramique, comme par exemple Nvidia, qui équipe la plupart des constructeurs, l'immense majorité des constructeurs qui s'intéressent à ce sujet, qui dit qu'il y a une bonne espoir que 2021 soit l'arrivée du véhicule autonome en version commerce de masse. D'accord. Nvidia, il faut rappeler, une pépite américaine qui à la base n'était pas du tout sur le. Oui, c'est une belle histoire. Ils étaient sur les cartes graphiques et ils arrivaient à gérer des flux des processeurs hautement parallèles, et donc ils ont vu qu'ils pouvaient appliquer ça à l'automobile, et depuis ils ont vraiment une pépite technologique, enfin une brique technologique clé qu'ils arrivent à distribuer avec beaucoup de succès. 2022, 2020, pourquoi pas d'ailleurs dès l'année prochaine, Gérard Yawaoui, c'est-à-dire qu'on voit des modèles à deux séries qui nous proposent pas l'autonomie totale, mais sur des grosses Audi, des grosses BM, la prochaine 508 de Peugeot qui sera présentée, je crois, au salon de Genève dans quelques mois, aura des fonctions d'autonomie sur le périph', sur l'autoroute. Oui, tout ça va très vite. Alors pour l'instant, les constructeurs automobiles sont prudents et vont plutôt automatiser sur l'autoroute, on va dire, et sur les voies à peu de risques. Mais on commence à voir, des choses, des navettes qui vont faire de l'urbain. Donc oui, tout va très vite, ça s'accélère. Là, on pense à Navia en France, mais il y en a d'autres. Par exemple, oui, qui fait quand même des succès à l'international. C'est une très bonne chose. Oui. Alors vous êtes avec votre entreprise Nexiad, vous vous situez où là? Qu'est-ce que vous proposez? Dans quelle brique technologique vous vous situez sur le véhicule autonome qui embarque, j'imagine, plein de techno, c'est pas une technologie à part entière. Absolument, toutes les technos sont complémentaires. Nous avons développé une application qui est totalement disruptive. Nous sommes les seuls aujourd'hui au monde, et je le dis parce que c'est bien que ça soit français. De temps en temps, ça fait du bien, on se fait plaisir. Qui mesure le risque à chaque instant, le risque de conduite à chaque instant. Oui. Donc évidemment, avec un conducteur humain, ça intéresse les assurances, ça intéresse les flottes. Ça intéresse aussi les aides à la conduite, puisque les constructeurs automobiles sont censés minimiser le risque. Et dans le cas du véhicule autonome, le véhicule autonome, son intelligence artificielle doit connaître le risque qu'elle prend. Si elle prend trop de risques, elle ralentit, etc. Donc on est vraiment à une clé de voûte des technologies aujourd'hui. À chaque instant, ça veut dire à chaque minute, à chaque seconde? Ça veut dire 20 fois par seconde. Ah oui. Oui. Et concrètement, là, on prend un exemple précis, c'est quand vous dites mesurer les risques. Vous arrivez par exemple à un croisement, c'est limité à 50 km/h, il y a une priorité à droite. Si vous ne ralentissez pas, votre risque augmente, tout simplement. C'est-à-dire qu'en fait, c'est comme s'il y avait un copilote, un moniteur d'auto-école dans le véhicule qui mesure à chaque instant le risque de votre conduite. Vous vous approchez trop près d'un véhicule, etc. Donc ça permet, on voit que pour le véhicule autonome, ça va être une révolution, et on va commencer à intégrer ça, puisqu'on a des OEM, comme on dit dans le métier, c'est-à-dire des équipementiers qui signent l'intégration de SafetyNext. Nicolas, vous, donc chez Intempora, là, si je termine mon tour de table avec vous, là encore dans le logiciel, sur ces applications multi-capteurs, où est-ce qu'on vous trouve et avec qui déjà vous travaillez là? Alors nous, on travaille avec principalement
des constructeurs, des équipementiers, mais aussi justement ces sociétés à la pointe, comme on a parlé, Navia par exemple, qui développe ces véhicules autonomes, ces systèmes d'assistance à la conduite avancés jusqu'aux véhicules autonomes, principalement sur la partie recherche et développement. Et on fournit en fait un logiciel qui s'appelle RTMaps, qui va permettre d'intégrer, de capturer les données de l'ensemble des capteurs qu'on va équiper, dont on va équiper le véhicule, les caméras, les télémètres laser, les radars, etc. Les capturer et les amener de façon cohérente temporellement, en termes d'ordonnancement, aux modules qui vont traiter ces données, aux algorithmes, que ce soit les algorithmes de perception, de positionnement précis du véhicule, derrière des algorithmes de fusion de données, de génération de trajectoire, prise de décision, jusqu'au contrôle commande. Et donc on fournit un outil qui va permettre effectivement de faciliter et de faciliter le travail de l'ingénieur et du chercheur et de travailler plus rapidement, plus efficacement à l'intégration, au test et à la validation de ces systèmes. Et on a notamment travaillé dans le cadre du groupement ADAS, donc ce groupe de PME avec Gérard, avec Nexiad. Notre outil a été utilisé par Nexiad pour la mise au point de SafetyNext et puis d'autres produits dans le groupement ADAS. Donc les Français ne sont pas largués là dans le véhicule autonome parce que effectivement en termes de communication dans le bruit ambiant, mis à part peut-être Navia, on n'a pas l'impression que les constructeurs qui vendent des millions de voitures en France soient à la pointe là-dessus. Pas du tout. Alors l'électrique oui avec Renault-Nissan, mais pas le véhicule autonome. Oui, alors les constructeurs ne disent pas tout ce qu'ils font. Et puis, en ce qui concerne les petites structures, puisque là, nous, on est des petites structures, on est tous membres de Moveo, donc qui est le pôle de compétitivité de référence sur l'automobile et la mobilité. Et comme l'a dit Nicolas, on appartient tous à un groupement de PME, ce qui nous donne une énorme force. Par exemple, moi je peux donner un exemple. Là, on va être sollicité par énormément d'équipementiers dans le monde pour intégrer notre produit SafetyNext. Donc nous, on est une équipe de 10 personnes, c'est suffisant pour inventer, c'est suffisant pour mettre au point, c'est largement insuffisant pour déployer et aider les équipementiers. Donc on va s'appuyer sur tout le groupement ADAS, donc plus de 300 ingénieurs. Et justement, vos interlocuteurs, Voilà. ça va être qui? Ça va être les équipementiers type Valeo, Delphi, ou ça va être les constructeurs directs, BM, Mercedes, Toyota? Alors aujourd'hui, on a un gros équipementier asiatique qui a déjà signé, on ne peut pas encore dire son nom. On a un équipementier, mais pas du véhicule autonome, des fintech et des insurtech britanniques. On pourra bientôt aussi dire son nom. Et puis on attend de bonnes nouvelles d'un petit peu partout dans le monde. Si, pour l'instant, on n'a pas de piste en France, mais si jamais on peut travailler en France, on en sera très content. Ce serait bien quand même, ce serait mieux. Ah bah oui, Ouais. ce serait très bien. Oui. Travailler aussi en France, pas que, mais aussi. Oui. Jean-Edmond, là, si on fait un peu de pédagogie aujourd'hui sur ce focus dédié à la voiture autonome, on en est où quand on dit tiens, il y a la fonction autopilot là, sur la Tesla, sur les dernières Audi aussi, il y a des fonctions, sur la prochaine 508. Qu'est-ce qu'on peut faire techniquement sur les véhicules donc, qui sont commercialisés voilà. et qu'est-ce qu'on a le droit de faire? C'est parfois pas la même chose. Absolument. Et donc, on pointe du doigt l'aspect réglementaire, on peut en parler après. Mais déjà, techniquement, on est assez avancé et toutes les fonctions des voitures ne sont pas débridées. Aujourd'hui, on peut l'utiliser sur des voies rapides ou alors suivre un véhicule dans les embouteillages. Donc ça existe et sur des véhicules ça part du haut de gamme et ça descend. Aujourd'hui, certains véhicules milieu de gamme ont cette fonctionnalité. Ensuite, il y a l'aspect réglementaire. C'est que au-delà de la technologie, il faut que le cadre réglementaire soit ouvert. Il y a des gros mouvements sur ce sujet. Aux US, ça continue à s'ouvrir. L'administration Trump a ouvert plus largement, du point de vue fédéral, la réglementation. La Californie, on attend que dans les prochains mois, ils ouvrent les essais à des voitures sans pilote, mais sans aussi le copilote physique, copilote humain qui peut reprendre la main. Donc c'est-à-dire qu'il n'y a même pas de technicien là. Donc là, ça c'est la prochaine étape et on attend ça dans les quelques Il semaines. va y avoir 2 personnes dedans, parce que j'imagine qu'il faudra toujours quelqu'un dedans, mais sur la banquette arrière, personne près du volant. Même pas. Si elle est entre deux courses, la voiture, elle aura besoin de personne. Ah oui, parce que ça va être des services type Uber qui vont lancer ça. Google voilà. Aussi se lance là-dessus. Exactement. Et ça, donc ça, c'est dans les prochains mois. C'est attendu dans les prochains mois. En service commercial, pas en test.
pour l'instant, la possibilité est ouverte. On va voir ce qui va être fait. Il y a aussi en Europe, il y a quelque chose d'intéressant. On parle aussi de la France, de l'Europe. Allons-y, bien sûr. Ouais. Donc l'Allemagne a mené, donc le ministre des Transports a rendu un premier jet d'une vision éthique de ce qui et qui aura une incidence, un cadrage sur la réglementation future. Donc ça, c'est très intéressant parce qu'il y a des questions éthiques qui sont liées à la conduite, puisque une fois que c'est le robot qui pilote, est-ce que quand il y a malheureusement un crash inévitable, on sacrifie le pilote, les passagers, les personnes qui sont potentiellement sur la voirie? On cite souvent le cas du patron de Mercedes, je crois, il y a un an, qui, au Salon de Paris, est questionné là-dessus, et on lui dit, évidemment, nous, on défendra toujours le conducteur, le client Mercedes. Sous-entendu, on va pas le foutre dans un platane, on préférera faucher le piéton ou je sais pas qui. Et ça avait fait quand même couler pas mal d'encre. Exactement, et c'est le sujet qui revient. Donc là, le ministre des Transports s'est exprimé au travers d'une commission et d'un papier qui dit clairement qu'il n'y aura pas de distinction, il n'y aura pas de... C'est la vie humaine, quelle qu'elle soit, que ce soit le conducteur, le passager, que sais-je. Et donc on voit qu'il y a les antagonismes de l'industriel qui va défendre son client, et donc ces forces vont s'affronter, et on va voir comment cette note de cadrage va être mise en musique en termes réglementaires, et on va voir vers quel point on va atterrir. C'est encore ouvert. Là-dessus, oui, sur la réglementation en France, messieurs, comment vous l'apercevez, Nicolas? Est-ce que vous trouvez qu'on est en pointe, qu'on s'en sort bien? Pour l'instant, on est encore un peu frileux, comme souvent en France, sur tout ce qui est nouveau? On n'est pas spécialement en avance sur la réglementation. Quand on entend effectivement ce qui se passe dans la Silicon Valley, ou sans doute dans des pays asiatiques assez dynamiques. Néanmoins, la réglementation évolue. La Convention de Vienne a évolué en 2016. En France aussi, les constructeurs, les équipementiers avec des plaques spéciales peuvent maintenant faire des expérimentations sur route ouverte. Il faut rappeler la Convention de Vienne, il y a un article précisément qui explicitement rappelle qu'il faut toujours que le conducteur ait les mains sur le volant. Voilà. Et tant qu'il y a cette phrase, c'est un peu compliqué pour le véhicule autonome. Voilà. Et donc maintenant, la formulation a un petit peu évolué. On peut laisser la main au véhicule à condition que le conducteur ait la possibilité de désactiver le système ou de reprendre la main à tout instant. Donc, ce qui vaut quand même. Ça a été évolué. Vous dites ça a été changé en 2016. 2016, voilà. Ouais. Et c'est déjà localement appliqué pour les textes. On n'est pas vraiment en retard sur les expérimentations. Moveo, donc le pôle de compétitivité, a participé il y a quelques années à créer la grande fondation de recherche VDCOM sur le véhicule autonome. Oui. Et les véhicules autonomes de VDCOM roulent actuellement là, ces jours-ci, dans Versailles. Donc la ville de Versailles a donné l'autorisation pour faire ces expérimentations. Donc on a des forces aussi en France. Parce que oui, ce que vous dites est très important. Il faut beaucoup de kilomètres. Il faut de l'expérience. C'est d'ailleurs Google qui garde l'avance là-dessus. A fait des millions de kilomètres avec sa Google Car et il y a eu très très peu d'accidents. Le peu qu'il a eu n'était pas grave et souvent a été provoqué par des badauds, d'autres véhicules qui étaient interpellés par ce petit pot de yaourt et ses lidars et tout ça autour. On est d'accord que pour l'instant, c'est une belle prouesse, ce qu'a réussi Google. Oui, pour l'instant, c'est une belle prouesse. Bon, le véhicule est quand même suréquipé en capteur, c'est-à-dire qu'il faudra... C'est un véhicule test, oui. Voilà, il faudra voir si, par exemple, vous, à titre personnel, vous êtes prêt à avoir un véhicule avec un gyrophare, avec tout un tas de trucs sur le dessus. C'est compliqué pour les constructeurs automobiles d'intégrer tout ça au style. C'est du style, c'est évidemment donc, du design, c'est beaucoup de calculs embarqués, ça prend de la place, ça peut chauffer. On en parlera dans un instant avec nos invités. 21h15, on est ensemble jusqu'à 21h30 sur ce focus dédié à la voiture autonome. Ici, il arrivait plus tôt que prévu, peut-être dans les 2-3 ans, et pas en 2022 ou 2025, comme les experts nous le disaient il y a encore pas si longtemps que cela. On en parle ce soir, vos questions, vos commentaires aussi sur TechCo, le hashtag TECHCO, c'est BFM Business et Tech & Co, tous les soirs, même on sait tout ça, on est ensemble jusqu'à 22h, à laquelle vous retrouvez l'équipe d'After Business jusqu'à minuit en direct aussi à la radio et à la télé. Tout de suite. BFM Business et 01net.com présentent Tech & Co, le grand live du numérique avec Sébastien Poineau. Et avec nos invités, donc d'Emerton, de Moveo et de la start-up Intempora, on parle de ce véhicule autonome. Aujourd'hui, on va revenir sur la faisabilité, si ça devait se faire dans les prochains mois, les 2-3 ans. Oui, est-ce que techniquement d'ailleurs, c'est possible? Est-ce que c'est possible? Mais d'abord, là, sur les expérimentations,
en France, on parlait de Versailles il y a une seconde. À Rouen aussi, je crois qu'on teste des taxis autonomes via des Zoé, c'est ça? C'est imminent. C'est imminent. Ouais, c'est ce mois-ci, quoi. C'est le mois prochain. C'est annoncé pour le mois prochain. C'est novembre. On est au mois de novembre. C'est vrai qu'on est au mois de novembre. Ouais. Donc ça va être dans les prochains jours. On pourra prendre une Zoé. Donc il est prévu, voilà. Véhicule. Il est prévu d'utiliser en fait des Zoé comme des taxis à la demande en mode autonome. Sur quelques circuits, sur une dizaine de kilomètres qui ont été découpés en tronçons dans Rouen, donc en circulation ouverte. Les expérimentations dont on avait parlé, à part Versailles, mais les navettes qui existent aujourd'hui, c'est dans des zones restreintes, c'est pas forcément dans la circulation ouverte, donc c'est un peu plus simple, c'est pas la même approche. Là, on franchit une marche en France en ayant ces solutions en circulation ouverte. Est-ce que vous avez, comme nous, l'impression là que c'était, parce qu'on arrive à la fin de l'année, le secteur le plus chaud et que ça risque de continuer encore un petit peu de temps au niveau de la tech, c'est-à-dire qu'on a l'impression que la mobilité au sens large et le véhicule autonome intéresse absolument tout le monde. Donc on voit des acteurs débarquer de jeunes chez eux. Souvent, ils ont quand même beaucoup d'argent, donc ils mettent les moyens, ils embauchent beaucoup de monde et ils débauchent aussi chez les constructeurs classiques, j'ai envie de dire. Oui, bien sûr. C'est d'ailleurs un message à faire passer, c'est que l'automobile, au sens large, est devenu un domaine sexy. Ce qui n'était pas le cas il y a quelques années. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, si on veut faire vraiment de la haute technologie, eh bien, il faut venir dans ce secteur. Puis dans ma start-up en particulier, hein, j'encourage les jeunes ingénieurs et ingénieuses à venir. Vous recrutez, on recrute chez Nexiad. Chez Nexiad, bien sûr, oui. Ouais. Oui. Quel type de poste? Des ingénieurs, mais pas que? On recrute beaucoup d'ingénieurs, beaucoup de chercheurs, docteurs et ingénieurs. C'est quand même et des développeurs informatiques. On dit c'est sexy. Et sauf que voilà, en même temps, comme dirait le président, le conducteur, voilà, c'est aussi une espèce en voie de disparition. Enfin, ça semble être écrit, c'est le sens de l'histoire. On va arrêter le diesel, on va arrêter le moteur thermique. On va pas non plus tous rouler en électrique. Puis si demain c'est autonome, on n'aura plus besoin forcément aussi d'avoir son propre véhicule. Il sera à la demande, il sera partagé. Alors, et le en même temps du deuxième en même temps, c'est que en octobre, là, le mois dernier, on a vendu encore beaucoup de voitures en France, plus 14%. C'est considérable. Donc tout ça est quand même assez dur à décrypter. Je ne sais pas quand vous, Gérard, comment vous voyez la situation. Oui, en fait, si vous voulez, le domaine automobile, vous avez deux phénomènes. Vous avez les sorties de produits de plus en plus technologiques et vous avez le parc automobile. Et il se trouve que le parc se renouvelle à 75% en 11 ans. Donc en effet, si demain tous les véhicules étaient autonomes, je veux dire les nouveaux véhicules, il faudrait attendre 5 à 6 ans avant que ça se voit dans les rues, sur les routes, etc. Donc il ne faut pas confondre ce qu'on voit dans la rue et les sorties technologiques qui sont de meilleur en meilleur, mais il y a un temps de diffusion dans le parc. Puisque quand vous venez d'acheter votre voiture, s'il y en a une mieux, vous ne la rachetez pas le lendemain. Non. Voilà. La détention en France est de 3 ans au moins, et puis après évidemment il y a la seconde main. Oui, et puis les jeunes conducteurs qu'on oublie toujours, ceux dont on dit qu'ils prennent des risques et que notre outil SafetyNext a permis de montrer que c'était pas toujours si vrai que ça. En fait, l'âge moyen d'un véhicule pour un jeune, c'est un véhicule de 12 ans. Ouf. Ouais. D'accord, donc il ne sera pas totalement autonome. Là. Voilà, pour des raisons de coût. Ouais. Oui, c'est en France, l'acheteur type d'un véhicule neuf, c'est plus de 40 ans, je crois, maintenant. Oui. Un véhicule qui coûte, peut-être 22 ou 25 000 euros, donc c'est pas donné à tout le monde. Et l'effet ciseau qui a été mentionné, là, avec la différence entre les ventes neuves et le parc, qui a une certaine attrition, mais qui n'est pas très rapide, ça peut être un frein, parce qu'en fait, il va falloir organiser la cohabitation entre des véhicules autonomes et des véhicules conduits par des gens qui ont plus ou moins d'attention. Des vrais gens avec des vraies voitures. Exactement, dans la vraie vie. Et prenons l'exemple, d'ailleurs c'est pas un exemple avec une voiture, mais prenons l'exemple de la cohabitation des piétons avec une voiture autonome. Quand vous traversez aujourd'hui, vous établissez un contact visuel avec le chauffeur de la voiture que vous voyez arriver, et il y a quelque chose de tacite qui fait ok, on s'est compris, tu vas pas m'écraser. Et moi je vais me dépêcher de passer. Et comment on va faire quand ce sera des voitures autonomes? Donc là ça soulève des questions de cohabitation. Alors c'est des questions qui sont ouvertes, il y a des voies pour y arriver. La première notamment, c'est de dire on ségrègue
une partie, un quartier, quelques rues pour la circulation autonome, ou alors ça va être des règles spécifiques pour la cohabitation. Des codes avec un petit appel de phare ou je sais pas. Un klaxon, c'est pas très... Et de l'intelligence artificielle. Ouais. Parce que le véhicule autonome, c'est pour ça que des gens veulent intégrer SafetyNext, c'est que le véhicule autonome va devoir savoir gérer son agressivité. Si vous êtes en agressivité 0, vous ne passerez jamais la place de l'Étoile. Vous ne pourrez pas vous insérer dans le trafic. À ce propos, Valeo, ils ont fait leur test ou pas? Là, on ne sait toujours pas. On se pose la question. Alors ça, je ne sais pas. Bon, c'est le mystère de l'année. C'est ça la difficulté, c'est-à-dire que faire un véhicule qui fonctionne de façon sûre, à basse vitesse, c'est relativement simple, entre guillemets. C'est-à-dire qu'on a des capteurs qui perçoivent assez facilement les 50 mètres qui environnent le véhicule, et jusqu'à 30-50 km/h sur un véhicule qui tient bien la route, on sait freiner très vite. La difficulté, ça va être d'augmenter la vitesse, d'avoir un véhicule qui est aussi efficace, ou d'avoir un véhicule qui sait effectivement passer toutes les situations. Deux véhicules qui se rencontrent, qui n'ont pas la place de se croiser, il va falloir qu'ils prennent la décision effectivement d'enfreindre un petit peu la réglementation pour rouler un petit peu sur le bas-côté. Et qu'ils ne prennent pas une décision contradictoire en même temps. Oui, alors ça, encore une fois, le risque, c'est pas qu'ils se rentrent dedans, c'est que vraiment ils s'arrêtent l'un en face de l'autre et qu'il ne se passe plus rien. Alors, on peut imaginer des systèmes de prise de contrôle à distance par des opérateurs c'est bien, ça va un rendu vidéo, voilà, de la téléopération pour débloquer certaines situations. C'est des choses qui peuvent être envisagées. Mais vraiment, le challenge technique va être d'augmenter la vitesse tout en gardant un bon niveau de sécurité. Justement, là, il nous reste encore 5 minutes, Nicolas, sur la faisabilité technique, technologique. Qu'est-ce qu'il faut là, embarquer dans la voiture pour avoir ce véhicule vraiment autonome ou, in fine, là, on n'aura même plus de volant? Comment ça marche? Qu'est-ce qu'il faut embarquer dans la voiture? Parce qu'il sera aussi électrique très souvent. Comme en termes de batterie, de puissance de calcul. Voilà, puissance de calcul. Il faut une énorme puissance de calcul, effectivement, pour traiter en temps réel les informations qui viennent de multiples caméras, de télémètres laser, de nuages de points, etc. Pour reconstruire une interprétation de l'environnement. Donc il faut beaucoup de puissance de calcul. La puissance de calcul, ça chauffe. Donc il faut effectivement travailler là-dessus. Qu'il faut refroidir. Il faut refroidir ou il faut travailler sur de nouvelles générations de puces qui consomment moins, qui sont plus performantes. Et c'est vrai qu'avec les derniers GPU, voilà, on travaille effectivement avec Nvidia, avec Renesas, avec NXP, qui effectivement travaillent activement sur le sujet. Il y a des problèmes de sécurité, de sûreté de fonctionnement, à la fois au niveau logiciel et au niveau électronique. D'avoir quelque chose qui vraiment fonctionne de façon sûre, comme on en a l'habitude en aéronautique notamment. Sauf que là, il va falloir traiter énormément d'informations avec des algorithmes qui parfois ne sont pas connus comme étant prévisibles. Donc par exemple tout ce qui est lié à tous les algorithmes basés sur l'intelligence artificielle, ce qu'on appelle l'intelligence artificielle, les réseaux de neurones, c'est des algorithmes qui sont déterministes, c'est-à-dire que ils peuvent réagir de la même façon 2 fois à une situation qu'ils ont déjà apprise, mais si on leur présente une situation qu'ils n'ont jamais apprise, personne ne sait comment réellement va réagir l'algorithme. Donc il y a une difficulté à prévoir ce qui va se passer. Donc pour ça, il faut aussi énormément de données, des dizaines de milliers, voire des centaines de milliers de kilomètres de roulage. Il faut collecter ces données et vraiment entraîner les systèmes pour faire des preuves statistiques de bon fonctionnement des systèmes. C'est ça qui est compliqué. Et c'est en ça aussi que les entreprises dont on parle, les GAFA aux États-Unis, comme Google par exemple, ont un avantage parce qu'ils ont déjà en base de données, ils ont déjà roulé beaucoup de kilomètres, ils ont déjà en base de données, ne serait-ce que dans leur moteur de recherche qui ont indexé des tas de choses sur le web, ils ont déjà des mines d'informations qu'ils peuvent utiliser pour entraîner leur système. Ils ont la puissance de calcul, ils ont du cloud, ils ont la cartographie, ils ont beaucoup de choses, Google. Effectivement, là, c'est une vraie avance, mais ils n'ont pas non plus l'intention de faire une voiture. C'est pas le but, là. Personne ne le sait. Moi, j'avais vu sur votre plateau le président de Renault-Nissan qui avait dit si c'était le cas, ils auraient déjà racheté un constructeur et ils ne l'ont pas fait. Donc, je lui fais confiance. Mais en effet, personne ne sait ce que veut faire Google. Et Apple, on pourrait citer Apple. Et Apple. On a longtemps parlé d'Apple Car. On a l'impression que le dossier est remis en bas de la pile.
Il y a eu, apparemment, il y a eu quelques discussions et quelques mésententes sur ce que devait être la place d'Apple dans l'automobile. Mais enfin, en tout cas, ils vont être présents. Ils sont déjà présents. Ils ont débauché puis licencié quand même pas mal. Ils ont débauché puis licencié. Mais je veux dire, en termes de business, là, aujourd'hui, ils équipent avec leur CarPlay. C'est la porte d'entrée d'infodivertissement. Donc en gros, c'est les autoradios un peu élaborées. C'est la porte d'entrée des services vendus par Apple à l'intérieur d'une voiture. Donc si on veut écouter, par exemple, Spotify, enfin une musique en streaming dans sa voiture, c'est celui qui va percevoir une partie de ce service, c'est Apple. Donc ils sont déjà dans le business de la voiture. Ensuite, ils vont s'étendre. On ne sait pas jusqu'où, on ne sait pas sous quel mode. Eux-mêmes, je ne sais pas s'ils savent. Mais enfin, en tout cas, ils ont de belles perspectives parce qu'ils ont quand même dans leur portefeuille déjà une présence sur le marché et ensuite quelques briques technologiques. Donc sur la date, on se met d'accord, c'est quoi 2021-22 pour avoir vraiment quelque chose d'assez massif, de voir dans la rue des véhicules semi-autonomes, parfois 100% autonomes sur des flottes type taxi ou semi-autonomes, il y en a déjà. Hein. Ouais. Les Tesla sont déjà semi-autonomes. Mais oui, on espère. Et puis nous, en tant que société du groupement ADAS, dans Moveo, on a intérêt à ce que ça se développe, puisque plus ça se développe, plus on aura de choses à faire. Et encore une fois, les startups françaises ne doivent pas être timides. On a surtout collectivement énormément de choses à proposer et à proposer au monde entier. Et au bout du bout, c'est la fin de la voiture personnelle ou pas forcément? Typiquement, Carlos Ghosn, bon, il défend son truc, mais il dit pas du tout. On va personnaliser le véhicule, on ne pourra même plus le prêter. Ce sera notre voiture. Ça, c'est une question. Alors, il y a les deux. Moi, je ne suis pas un expert du tout dans ce domaine-là, mais j'ai eu des enfants en bas âge avec des sièges auto à l'arrière. Comment vous faites dans ces cas-là? Vous mettez vos enfants dans n'importe quelle voiture, dans n'importe quel siège auto, etc. Je pense que la voiture personnellement, hein, enfin à titre vraiment privé, je pense elle a encore de beaux jours devant elle. Mais c'est vrai que les nouveaux usages de l'automobile et le partage vont se développer et l'intelligence artificielle va l'aider, bien sûr. Tout le table là-dessus pour terminer aussi, Jean-Edmond, la fin du voiture personnelle ou pas avec l'avènement du véhicule autonome? Je pense qu'il ne faut pas oublier le véhicule personnel dans les pays à bas coût, parce que ça représente des millions, des dizaines, voire centaines de millions de véhicules. Et en Inde, en Chine, on n'en est pas encore au véhicule autonome. La Chine, c'est un bon laboratoire parce qu'ils ont toujours cet effet de rattrapage technologique. Ils sont vraiment à la pointe sur certains secteurs, mais ils ont aussi le reste du marché, ces véhicules assez bas de gamme, assez à faible coût. Nicolas, oui, non, d'un mot. Oui. Il y aura effectivement une cohabitation entre les véhicules partagés, autonomes, qui aussi vont amener une mobilité aux personnes qui n'en disposent pas, aux personnes qui n'ont pas de permis, aux personnes à mobilité réduite. Mais effectivement, ça ne va pas se passer du jour au lendemain. Et encore une fois, il reste énormément de travail pour nos sociétés, pour Moveo, pour le groupement ADAS. Super. Merci messieurs. À très vite sur BFM Business. Dans un instant, l'actu tech de ces dernières 24 heures et à 22h After Business qui viendra notamment sur Facebook. Facebook, les résultats qui bondissent, mais les investissements, notamment en sécurité, vont peser sur les bénéfices. On se retrouve dans un instant.